Michel Fourfurier est donc sociologue à l'UPEC et il est l'auteur d'un ouvrage très important, La co-construction, une alternative managériale aux presses de l'EHESP. Merci beaucoup, Michel. Bonjour à tous et à toutes. Donc merci Claire d'avoir proposé des remerciements avant même que j'ai commencé. Donc je me présente très rapidement. Je suis sociologue, j'ai appris la sociologie avec l'équipe de Pierre Bourdieu, puis avec l'équipe de Michel Crozier et de Renaud Saint-Saulieu. Donc du même coup, je suis un peu déjà hybride d'un point de vue théorique. Et je suis aussi également hybride parce que j'étais à la fois chercheur, enseignant-chercheur à la fac, auprès de jeunes étudiants, mais auprès de travailleurs sociaux qui ont repris leurs études dans des dispositifs de formation continue. Et puis, je suis intervenant et consultant. Et donc, à ce titre-là, j'ai participé avec d'autres sociologues en France à pas cette invention, mais en tout cas à cette contribution pour essayer de faire advenir ce qu'on appelle aujourd'hui une sociologie de l'intervention, c'est-à-dire une branche de la discipline. Donc, et dans évidemment cette discipline, la sociologie de l'intervention, la question de la co-construction est première, c'est véritablement une alternative à des conceptions plutôt classiques. Et cette réflexion sur la co-construction, j'ai dû la commencer dans les années 95, timidement, et puis progressivement, je l'ai développée un peu à droite et à gauche. Alors, j'ai essayé de dire ce qu'est l'esprit de la communication. Vous voyez que j'ai intitulé le titre de la communication « Exploration d'un concept ». Effectivement, donc c'est une exploration, cela veut dire contribuer à une meilleure connaissance de l'ensemble des dimensions et de l'ensemble des problèmes qui sont liés à ce concept. C'est un dossier qu'on va ouvrir, en gros, très rapidement, avec quelques idées, quelques réflexions. C'est donc... oui, une ouverture, une communication qui surtout ne va pas se contenter de défendre un aspect normatif de la question de la co-construction, mais qui va plutôt aussi s'appuyer sur des réflexions et sur des leçons issues d'un certain nombre de recherches empiriques et sur les leçons d'un certain nombre de disciplines qui permettent de voir effectivement comment on peut appréhender la question de la co-construction et surtout appréhender la question de sa mise en œuvre. Donc la communication s'articulera finalement en 4 points essentiellement. D'abord, les justifications de la co-construction, pourquoi on en parle, quel est son intérêt. À partir de là, quelle est la traduction méthodologique globale. Donc ça reprend effectivement un certain nombre de points qui ont été déjà évoqués par la méthode simple et par l'exposé du cas. Et puis, il faut revenir effectivement sur quelque chose qui est très réaliste, c'est-à-dire, oui, il y a des difficultés et des limites à la co-construction, d'où ce titre. Est-ce que c'est une utopie? Peut-être, mais à partir de la réflexion sur les difficultés rencontrées, je crois qu'on peut aussi inventer, ou en tout cas construire, un certain nombre de pistes méthodologiques d'ordre technique qui permettent de réduire certaines difficultés, de ne pas les faire disparaître, mais de les réduire. Et à ce titre-là, vous voyez que ça permet d'osciller entre finalement l'utopie et le bricolage raisonné, qui est effectivement la fin de la communication. Alors, les justifications, elles sont évidemment au nombre de plusieurs. La première, avant de parler de la justification, essayons d'avoir une première définition de la co-construction. Alors, c'est la définition que j'ai proposée, qui est reprise. C'est une définition qui est reprise par la plupart des gens qui écrivent sur la co-construction. En gros, c'est un processus par lequel les acteurs différents confrontent leurs différents points de vue, s'engagent dans une transformation de ceux-ci par l'échange, par la délibération, et puis s'accordent
sur des traductions, c'est-à-dire qu'ils échangent, ils transforment leur point de vue, et à un moment donné, advient un point de vue partagé, donc en tout cas des traductions qu'ils ne perçoivent plus comme incompatibles. Ça ne veut pas dire qu'ils disent la même chose, mais en tout cas, ce qu'ils disent ou ce qu'ils pensent n'est pas incompatible, donc du même coup, ils peuvent s'accorder. Donc voilà, c'est une première définition. Alors, ce qui permet tout de suite de différencier vous voyez, très clairement les concepts voisins de la consultation ou de la concertation. Donc, il y a évidemment les trois mots exprime, confronte, recherche l'accord, décide. Et vous voyez que la question de la co-construction, elle est très précise. Et tous les auteurs sont d'accord, c'est à la fois l'un et l'autre de ces points. Et l'observation que l'on fait malheureusement sur la plupart des dispositifs qui se revendiquent en termes de co-construction sont souvent des dispositifs de consultation, et uniquement. Donc, du même coup, il y a un effet Leurent. Donc ça, c'est un processus que l'on reconnaît aussi au niveau politique, où on parle de co-construction, ou on parle de co-construire, mais en fait, on n'a fait que consulter, c'est-à-dire que la décision appartient encore à d'autres acteurs, c'est-à-dire aux acteurs dominants et dirigeants. Donc, première justification, elle a été présentée tout à l'heure. La première justification, c'est l'efficience du processus. Alors, pourquoi l'efficience du processus? C'est évidemment l'histoire de la fable de l'éléphant est intéressante. Cela assure une approche pertinente de la complexité. Donc, par la richesse de la pluralité des points de vue, on peut arriver à tendre vers une compréhension de cette complexité. Ça ne veut pas dire qu'on atteindra la vérité. À la limite, ça n'est plus intéressant, mais c'est en tout cas d'avoir une approche la plus objective, enfin, en tout cas, ou la moins subjective de la complexité. Et puis, puisque c'est parlé sans arrêt, donc par le biais des délibérations, évidemment, tout le monde va prendre en compte les événements, les incidents qui se produisent. Donc, c'est ajusté au plus près. Donc là, ça renvoie à ce qui était dans l'exposé tout à l'heure, me semble-t-il, sur effectivement l'instantanéité, l'immédiateté, sinon on ne peut pas le faire. Et puis, dans la justification, c'est que l'assurance d'un respect des accords, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai participé globalement à la construction d'un accord autour d'un point de vue partagé, donc même si ce n'est pas la même forme, même si ce n'est pas la même façon de le dire, il n'empêche que je vais plus adhérer. Et donc, dans la mise en œuvre de cette décision, il y a plus de chances que ça soit facile. C'est-à-dire qu'en fait, la probabilité d'un désengagement opportuniste va être réduite. Ça, c'est évidemment une justification très importante, puisque ça pose vraiment la question de l'efficacité du dispositif. L'autre justification, c'est la co-construction permet de produire des savoirs inédits. Effectivement, la confrontation des points de vue, la prise en compte de la multitude des points de vue va effectivement permettre de construire des savoirs inédits. Alors là, on est dans le monde de la recherche dite collaborative. C'est typique. Donc, et aujourd'hui, ça s'est de plus en plus développé. Et cette recherche collaborative, vous en avez un exemple très connu. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. C'est l'exemple de la recherche sur qui s'est fait à la Pitié-Salpêtrière, non pardon, avec Montagnier, donc c'est à l'Institut Pasteur, avec les sidéens et les malades du sida. Et donc il y a eu une recherche collaborative dans les années 94-95, justement pour essayer de voir comment les traitements devait intégrer aussi la préoccupation des malades, c'est-à-dire le confort de vie. Et donc, du même coup, cela veut dire que les médecins, les chercheurs ont entendu effectivement un certain nombre de points de vue et ils ont intégré dans les protocoles de recherche d'autres pistes. Donc, ça a donné lieu évidemment à beaucoup d'articles dans les années qui ont suivi. Donc, voilà un exemple. Il y a aujourd'hui beaucoup de recherches collaboratives qui se font. Le troisième domaine de justification, c'est que écouter les points de vue des uns et des autres et écouter les points de vue autour des événements contingents, eh bien, il y a un affinement
de la compréhension de ce qu'il se passe, c'est-à-dire qu'en gros, il y a une sensibilisation aux signaux faibles. Alors les signaux faibles, c'est important parce que seuls, on a tous les biais cognitifs qui fait qu'on les retient pas forcément, mais en même temps, ils sont anticipateurs de phénomènes qui peuvent s'aggraver. Donc, cela rend les acteurs sensibles à ces signaux faibles qui permettent évidemment d'identifier de nouvelles problématiques qui sont émergentes et donc de commencer à les traiter à nouveau dans les temps. Donc voilà trois grandes justifications qui sont reprises par la plupart. Alors vous voyez bien que ça concerne des dispositifs de co-construction qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Là, j'essaie de rassembler l'ensemble des justifications possibles. Alors, maintenant, passons à la traduction méthodologique. Alors, revenons, si vous voulez, sur la définition. Donc, je complète la définition qui était proposée. Donc, processus visant à ce que tous les acteurs d'un système d'action, ou au moins un maximum d'entre eux, expriment et confondent les points de vue qu'ils ont sur un fonctionnement organisationnel, sur leur représentation de l'avenir d'un territoire, sur une innovation technique ou une problématique de connaissance ou tout projet. Donc c'est plutôt assez général. Ensuite, s'engage dans un processus d'intercompréhension, j'ai exprimé. Après, il faut qu'on se comprenne les uns les autres. Et cette intercompréhension, évidemment, suppose de l'échange, des questions, des réponses, des allers-retours. Et l'idée, c'est que de ces échanges va naître une convergence, c'est-à-dire vers un rapprochement d'un certain nombre de points de vue pour avoir cette traduction que je disais non incompatible. Et donc, c'est le dernier point, trouve un accord sur des traductions de leur point de vue qu'ils ne jugeraient pas incompatibles entre elles pour arrêter l'accord, le compromis sur un objet matériel. Alors, ça peut être une innovation technique, ça peut être un nouveau produit industriel ou un nouveau projet immatériel, un projet immatériel. Voilà cette définition. Alors, partons de cette définition-là, essayons de comprendre quels sont tous les problèmes et quels sont tous les processus que l'on va rencontrer. Donc, ça veut dire déconstruisons la définition. Alors, pour moi, déconstruire cette définition, c'est identifier les questions-problèmes que posent les différents éléments qui constituent cette définition. Alors, voilà ce que ça donne. Regardons, voilà le schéma. Donc, des acteurs différents. Des acteurs, alors c'est qui les acteurs? C'est qui les acteurs? Et donc, vous voyez que c'est pas si simple que ça. Est-ce que j'intègre les services financiers ou pas? Donc, qui décide d'intégrer ceci ou pas? Est-ce que je peux, moi, penser qu'ils sont importants d'être dans le groupe, dans cet ensemble? C'est pas pour autant qu'ils vont venir. Donc, du même coup, ça va poser un problème. Je les identifie, mais il y aura l'autre problème. Est-ce qu'ils vont s'enrôler et s'engager? Donc, c'est toute la question de l'engagement de ces acteurs. Donc, qui? Donc, c'est déjà un premier problème. Et puis alors, confronte, s'engage, s'accorde, mais où est-ce que ça se passe, ça? Où est-ce que ça se passe? Donc, il faut bien un lieu, il faut bien un espace, et donc, du même coup, il faut un temps précis, un espace dédié. Alors, moi et d'autres, on appelle ça des espaces dialogiques, c'est-à-dire des espaces où le dialogue, les échanges sont très importants, et donc ce sont des espaces qui vont s'inscrire dans le temps. Ça n'est pas 2 heures qui vont suffire pour arriver à exprimer, se comprendre et puis trouver un accord. Donc c'est évidemment construire un dispositif avec cet espace dédié. Alors après, à nouveau, confronte, s'engage, s'accorde. Ben comment ça se passe? Comment on fait? Donc on voit bien que là, on a besoin d'un certain nombre de règles. On a besoin de facilitation technique, de facilitation. Est-ce qu'il faut un facilitateur, d'ailleurs, c'est-à-dire quelqu'un d'extérieur qui va permettre de faciliter l'expression, de faciliter la convergence? Vous voyez que ça pose tous ces problèmes. Donc voilà, en fait, voilà ce qu'on peut dire. Donc du même coup, à partir de là, le premier des problèmes, c'est d'instaurer le dispositif. Alors d'instaurer le dispositif, vous voyez que on pourrait dire qu'il y a 3 conditions dans l'instauration du dispositif. Il y a des conditions de participation, c'est-à-dire qu'il faut permettre l'engagement de tous les acteurs concernés. Mais c'est permettre l'engagement. C'est pas parce que je pense que ces acteurs-là sont nécessaires pour cet espace dialogique qu'ils y seront. Il y a des acteurs qui peuvent penser qu'ils n'ont aucun intérêt à être dedans. Donc comment vont-ils avoir cet intérêt? Comment peut-on penser l'engagement? Donc des conditions de participation. Le deuxième point, c'est les conditions d'argumentation.
c'est de permettre à chacun de pouvoir argumenter, de pouvoir construire son argumentation, de pouvoir l'affronter aux autres. Alors vous voyez que c'est pas simple déjà d'argumenter, c'est pas simple de se confronter dans des conflits d'argumentation. Et puis troisième point, les conditions de délibération, c'est permettre à chaque acteur de s'engager dans un processus délibératif qui suppose effectivement ou qui appelle le lâcher-prise, c'est-à-dire qui appelle l'acceptation de la transformation du point de vue initial que l'on défend. Or, ceci, là encore, ne va pas de soi. Donc, après, vous voyez bien que j'ai tous les problèmes, je vais évidemment pas tous les citer, pas tous les passer en revue, mais on a l'enrôlement des acteurs, je viens d'en parler, la facilitation de l'expression des points de vue, la formalisation des réflexions, faut-il qu'il y ait des écrits ou pas, faut-il qu'il y ait des textes, des écrits martyrs, faut-il que ces écrits nous permettent de faire des allers-retours entre des temps différenciés. Donc vous voyez que on a tous ces problèmes et jusqu'à la fin qui est la convergence et puis la question de la décision. Donc c'est au moins 7 problèmes sur lesquels effectivement il faut réfléchir et sur lesquels il faut trouver effectivement un certain nombre de règles, en tout cas un certain nombre de conditions nécessaires. Mais les conditions nécessaires, ça veut dire pas suffisantes. Autrement dit, je ne saurais pas si je parviendrai à co-construire réellement. Mais je sais qu'il y a, derrière ces dispositifs-là, il y a un certain nombre de conditions à créer. Alors, troisième point, difficulté et limite de la co-construction. Donc la co-construction, est-ce que c'est une utopie? Alors pourquoi poser cette question-là? Pourquoi poser cette question-là? Parce que si je reviens sur la définition que je posais, si je reviens sur la définition que je posais, il y a un certain nombre de principes qui sont des principes philosophiques qui sont fondateurs de la co-construction, mais qui sont fondateurs de la délibération d'une façon plus générale. Le principe d'équivalence, cela veut dire qu'en gros, ce qu'une personne va dire a autant de valeur que ce qu'une autre personne va dire. Donc il y a une équivalence. Le principe d'égalité, alors vous avez évidemment les 3 types d'égalité, l'égalité devant la règle, on est tous égaux devant la règle évidemment du débat, la règle instaurée par le dispositif, l'égalité de la parole dans l'espace dialogique, la parole, chacun peut prendre la parole, et l'égalité de pouvoir au niveau par exemple de la décision. Donc ce sont des mots de grec, l'isonomie, l'iségoria et l'isocratie, qui renvoient effectivement à ce qui se passait au niveau de la démocratie athénienne du 5e siècle. Le principe de la liberté de parole, chacun peut prendre la parole quand il le souhaite. Le principe de reconnaissance mutuelle, je te reconnais, je reconnais l'autre effectivement dans sa capacité d'exprimer un point de vue, même s'il est différent du mien, et c'est pas parce qu'il est différent du mien que je ne vais pas évidemment poursuivre à parler. Et puis un dernier principe qui est le principe du meilleur argument comme achèvement consenti de la délibération. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'on va s'arrêter, qu'est-ce qui fait qu'on trouve l'accord? C'est qu'à un moment donné, eh bien, il y a des arguments qui ont transformé et je n'ai plus de contre-arguments à un moment donné. Alors, ça ne veut pas dire que demain je n'en aurai pas, mais ça s'arrête au moment où je n'ai pas de contre-argument. Alors, vous voyez bien que ces principes-là sont très proches, très proches, voire sont vraiment presque issus de la théorie d'Habermas de l'agir communicationnel, qui défend évidemment les principes de la démocratie délibérative. Donc on est évidemment là-dedans. Alors, si la co-construction repose sur ces principes fondateurs, ou si elle a à voir avec ces principes fondateurs, qu'en est-il de la réalité? Ça, c'est de la philosophie. C'est quelque chose qui est finalement un ensemble de normes qui sont posées là. Et en fait, ce que l'on découvre, c'est un écart considérable entre les principes de la co-construction et les démarches réelles. Alors pourquoi? C'est-à-dire pourquoi effectivement on constate un saut normatif par rapport aux observations empiriques? C'est que cette co-construction, je la base sur effectivement ces principes. Et les premiers ont de nombreux principes qui sont des principes abstraits. C'est ce vers quoi les démarches devraient tendre. Mais cependant, est-ce que les acteurs sont des purs esprits qui se mobilisent au nom du respect de ces principes? Ces respects de ces principes, tout le monde peut les reconnaître comme valides. C'est pas pour autant, évidemment, que, même si on y adhère, que ça va transformer
son comportement. Et donc, c'est là le problème. C'est là le problème. Alors, par exemple, un des premiers problèmes, on va regarder, par exemple, pourquoi l'expression des points de vue dans l'espace dialogique est un problème. Eh bien, parce que l'espace dialogique, c'est un espace social. Même si, effectivement, on a fait référence à ces principes d'égalité, de respect mutuel, etc., il n'empêche que tout espace social, et y compris celui-là, est structuré par des inégalités et des asymétries et des rapports de pouvoir. Donc là, on est renvoyé à toute la sociologie classique, que ça soit de Bourdieu ou que ça soit Crozier. Enfin, disons qu'il y a beaucoup de dimensions qui ont été abordées par les uns et les autres, donc ça, c'est très connu. Et donc, si effectivement il y a ces inégalités qui ne vont pas disparaître tout de suite, eh bien, ça veut dire qu'elles vont générer des différenciations dans les possibilités de prise de parole, dans les capacités à argumenter, dans la façon même de trouver des formes d'argumentation, dans les formes d'engagement, dans les interactions conflictuelles. Évidemment, je suis plus ou moins apte à résister au conflit, à résister à l'emprise de l'émotion. Vous voyez que là, il y a plein de problèmes qui vont naître. Et donc, comment dois-je résoudre ces questions-là? Donc, je résume évidemment par ce schéma-là, qui est un schéma qui se base sur effectivement une réflexion de Bernard Lahire, un sociologue, où effectivement il évoque pour la question de la compréhension des comportements à la fois les propriétés dispositionnelles, mais aussi les propriétés contextuelles, c'est-à-dire celles du contexte. Donc, si par exemple je prends des propriétés dispositionnelles, vous avez l'âge, le genre, les formations, la trajectoire sociale, j'en passe, et il y en a d'autres évidemment. Eh bien, l'âge va générer effectivement, ou l'âge ou l'ancienneté va générer de façon peut-être de s'autoriser plus à parler quand on est dans l'ancienneté que quand on est jeune. Le genre, c'est plus les hommes peut-être plus que les femmes, je ne sais pas, mais en tout cas il y en a qui le disent. La formation, là encore, les formations ne sont pas égales. Il y a des statuts liés au diplôme qui font qu'on se sent plus autorisé, plus légitimé à, etc. La trajectoire sociale, n'en parlons pas, c'est évidemment bien connu. Et de l'autre côté, dans la question contextuelle, vous avez la place dans le groupe. La place dans le groupe, eh bien, elle va générer effectivement une intériorisation, par exemple, d'une place non légitime. Et donc, si je ne me sens pas légitime dans le groupe, je n'oserai pas prendre la parole, je ne défendrai pas forcément mon point de vue. Donc, je suis présent. Oui, les acteurs différents ont été identifiés, ils sont présents dans le groupe, et néanmoins, la délibération ne va pas se faire comme je le souhaiterais. Donc voilà l'ensemble de ces inégalités et de ces asymétries. Alors, donc là, on pourrait se dire, mais comment on peut s'en sortir? Vous voyez qu'on a un problème. Est-ce qu'on peut quand même réfléchir sur des pistes méthodologiques? Est-ce qu'on peut envisager que la co-construction puisse devenir une méthodologie bricolée, mais raisonnée? Alors bricolée, ça veut dire qu'on réfléchit sur des conditions nécessaires. Donc c'est raisonné, mais qu'en même temps, nous ne sommes pas sûrs, effectivement. Alors, il faut reprendre à nouveau les types de conséquences des inégalités et des asymétries au niveau, par exemple, du processus de recherche de convergence. Prenons celui-là. Donc, j'ai pris effectivement un certain nombre qui sont des différences dans la capacité à réagir face aux situations ambiguës ou incertaines, aux situations conflictuelles, aux situations à fort potentiel émotionnel, aux situations inattendues, improvisées. Les différences dans la capacité à coopérer, à faire confiance. Enfin, tout ça, c'est pas égal. C'est pas réparti de façon équitable. Donc, je passe, il y en a encore d'autres, hein, capacité d'adaptation, capacité de créativité, à trouver des solutions originales, etc. Cela veut dire que sur chacun de ces points, je devrais trouver des pistes méthodologiques, des règles, des conditions, des techniques, alors qui peuvent être héritées de l'intelligence artificielle, de plein de choses, effectivement. Donc là, on va faire appel à la psychosociologie, on va faire appel à plein de choses diverses et variées, et nous pouvons effectivement envisager deux types d'actions. Alors, je disais, ce qui différencie nos capacités, c'est les propriétés contextuelles et les propriétés dispositionnelles. Les dispositions, ce sont les héritages.
Donc c'est évidemment héritage, c'est les habitus, les schémas cognitifs, les attitudes. Donc ça c'est évidemment des choses qui ne se transforment pas si facilement, et néanmoins on peut agir dessus. Alors agir dessus, ça veut dire qu'on peut essayer de penser qu'on va construire un certain nombre d'exercices qui vont modifier la personne. Donc ça peut, la plupart du temps, des mises en situation ludiques individuelles, en petits groupes ou en grands groupes, ce sont des petits exercices qui visent à modifier un certain nombre de consciences des individus et de certaines de leurs attitudes. Ça, on peut le faire. Mais c'est très long. C'est très très long, c'est très aléatoire. Par contre, ce que l'on peut faire, sans doute de plus pragmatique et de plus simple, condition nécessaire, c'est d'agir sur les propriétés du dispositif. C'est-à-dire d'agir sur la définition des règles de la réflexivité au sein de l'espace dialogique. Et pourquoi, en agissant comme ça, on peut transformer? C'est que les règles, bien sûr qu'elles ne sont pas déterminantes, mais des règles sont des contraintes. Sont des contraintes qui suppriment, ou en tout cas qui réduisent beaucoup, certaines possibilités de comportement. Parce que si je ne respecte pas les contraintes qui sont celles des règles, eh bien je risque d'être stigmatisé dans le groupe. Donc c'est pour cette raison que un certain nombre de propositions de règles vont permettre de réorienter les comportements, en tout cas de diminuer certains des comportements. Alors, les règles, ça peut être des actions très précises, c'est-à-dire que c'est tous les jeux, par exemple, entre l'alternance entre le grand groupe et le petit groupe, le travail avec des post-it, enfin, vous voyez qu'il y a plein de petites choses comme ça. Si par exemple je veux réduire les inégalités de compétences à parler ou de compétences à s'exprimer, je peux travailler en duo, en binôme ou en petit groupe. Donc je protège les gens de cette façon-là, et à ce moment-là ils vont effectivement pouvoir s'exprimer. Donc je leur donne un temps dédié à cela où ils vont exprimer. Après on fait des grands groupes, enfin vous voyez c'est des alternances plutôt classiques, mais qui vont permettre malgré tout à des personnes plus faibles dans le groupe, faibles en capacité, de pouvoir surmonter cette faiblesse momentanément. Donc ça veut dire que c'est une vigilance de tous les instants pour construire une méthodologie en permanence avec un certain nombre de propositions de ce type-là. Sur la question de l'enrôlement des acteurs, qui est effectivement la première question, c'est est-ce qu'ils vont s'enrôler? Eh bien, c'est la chose la plus difficile. Eh bien, la question de l'enrôlement suppose d'avoir construit avec eux, ou sans eux, mais d'avoir construit une question englobante, une question qui va les enrôler. Alors, je cite toujours, effectivement, pour cette approche-là, une expérience, en tout cas une recherche collaborative qui a été menée par Calon et Latour dans les années 90, 75, c'est la question des coquilles Saint-Jacques, de la baie de Saint-Brieuc. Alors, rapidement, dans cette période-là, les coquilles Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc étaient en surpêche, donc il y avait évidemment automatiquement un risque d'épuisement. Donc ça, évidemment, ça mettait mal les marins pêcheurs, ça mettait mal les pouvoirs publics, etc. Ça mettait mal les pouvoirs publics. Et au moment même où il y avait cette inquiétude, il y avait des chercheurs à l'université de Brest qui travaillaient en collaboration avec des chercheurs japonais sur la reproduction des coquilles Saint-Jacques, parce que les Japonais élèvent des coquilles Saint-Jacques. Et donc, du même coup, pourquoi on ne procéderait pas à l'élevage des coquilles Saint-Jacques dans la baie de Saint-Brieuc? Et donc, la question, à un moment donné, qui s'est formulée, c'est comment se reproduisent les coquilles Saint-Jacques dans la baie de Saint-Brieuc? Et vous voyez que c'était une question toute simple, et comment aider la reproduction des coquilles Saint-Jacques? Et tout le monde était d'accord à ce moment-là. Les marins pêcheurs, ils pensaient que c'était très important, parce que sinon, c'était l'interdiction de la pêche, etc. Donc, ils se sont enrôlés là-dedans. Donc, il faut trouver, évidemment, il faut être assez créatif pour cela. Donc, la conclusion, elle est simple, vous voyez, renoncement à une vision idéalisée de la co-construction, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il ne faut pas croire que la co-construction ne va pas apporter quelque chose de supplémentaire. Donc, considération générale, c'est un processus complexe, aléatoire, contingent. Son aboutissement, c'est inconstruit, c'est-à-dire que s'il est créé par l'ensemble des acteurs de ce groupe, il ne peut pas être défini a priori,
Et donc, vous voyez qu'à ce moment-là, je proposerais presque une définition qui est simple. La co-construction est un processus finalisé, je veux une fin, mais en fait, il n'y a pas de fin explicite définie a priori. Quelque chose va s'inventer. Personne ne peut la définir a priori. Et pour terminer, je vais vous présenter une représentation possible de la co-construction qui est en décalage par rapport au premier PowerPoint que vous avez dû voir avec l'emboîtement du puzzle. Voilà ce que c'est que la co-construction. C'est un plat de nouilles. Donc, il y a des idées différentes. Vous voyez, il y a du vert, du rouge, du bleu. Au départ, c'est assez complexe. Il y a, la délibération. Et puis, là, ça se passe relativement bien parce qu'il y a une convergence. Mais ça peut ne pas être tout à fait comme ça. Mais en tout cas, l'esprit de la co-construction, c'est plutôt cette image-là. Évidemment, c'est pas une belle image, mais c'est certainement plus réaliste. Je vous remercie. C'était formidable, c'était très éclairant, c'était très en cohérence avec notre présentation de PMA. Peut-être des questions émergent d'emblée. Enfin, c'est vrai que le commentaire, l'enrôlement est vraiment difficile. C'est vrai dans notre expérience, on va voir certaines personnes qu'on aimerait avoir. C'est bien difficile de faire venir des personnes. Et ce qu'on observe aussi peut-être dans la question des ressources humaines, ça serait intéressant de travailler avec les personnes qui ont envie de venir aussi. C'est peut-être plus facile que d'enrôler les personnes qui ne veulent pas venir. Mais vous aviez une question. Vous avez une question enrôlante aussi, quand même. Tout à l'heure, quand vous avez parlé du cas, vous disiez comment concilier finalement à la fois les valeurs du soin et les contraintes économiques. Et vous aviez effectivement une formule, c'est comment concilier ou comment allier l'efficacité et la durabilité, par exemple. Ce sont peut-être de telles questions qui sont des questions enrôlantes, parce qu'elles peuvent être partagées. J'ai une question parce que l'ensemble de ma promo cette année a un sujet sur le virage ambulatoire et la coordination des soins territoriaux qui devrait être confiée à ce qu'on appelle des PTA, des plateformes territoriales d'appui, ou des DAC, des dispositifs d'appui à la coordination. Alors, ces jeunes choses ne prennent pas en compte l'humain. Comment pourrions-nous faire ? Je ne sais pas si j'ai quelques réflexions comme ça. On voit dans l'exposé de Michel Foumélia énormément de paradoxes et de retournements dans la co-construction qui est à la fois tellement complexe que c'est peut-être utopique, mais en même temps qui peut être parfaitement réaliste, dans un certain nombre de règles qui nous donnent, mais dont celle aussi d'ailleurs d'accepter les incertitudes, les éléments comme ça. Les paradoxes, ils ne manquent pas dans les exposés de Claire ou dans les cas qui sont donnés, appeler les méthodes simples une méthode qui s'appelle à cette problématique si complexe et si lourde, ça fait partie des paradoxes. Alors, un des éléments que la réflexion que je propose, c'est un élément pour justement atténuer un peu les paradoxes et parce que c'est cas réel, c'est cas complexe. C'est ce qui permet de limiter un peu le côté
à ce moment-là qu'il y a aussi pas une pirouette, mais que quand Claire parle de la décision juste, il va falloir l'idée parce que la décision juste ne peut pas être complètement consensuelle, c'est sûr. Alors moi je formule, ma formulation, je la comprends, c'est aussi ce qu'on dit madame, c'est de dire qu'on va rechercher à plusieurs, non pas la bonne solution, mais la moins mauvaise des mauvaises solutions, la moins mauvaise des solutions qui aura au moins le mérite d'être accessible. Ça peut paraître défaitiste, mais en même temps, souvent, c'est plutôt fédérateur dans le groupe. Et l'échange permet parfois de dégager une problématique dominante. Vous avez entendu aussi dans ce qu'a dit Claire, ce qu'a dit Clara, cette idée de la charge mentale, c'est-à-dire, voilà, si on ne prend pas cette décision pour cette manière-là, mais c'est pas possible, je ne fais pas tout ce qui serait possible. Ce genre d'élément paralyse un soignant isolé. À plusieurs, ça peut s'atténuer et on peut retrouver, là aussi paradoxalement, l'idée de la simplicité. Parce que, en tant que chirurgien, finalement, on retrouve quelque chose d'accessible, presque banal dans la méthode simple. L'idée de la précocité de l'intervention, oui, dans le cas qui a été présenté de cette patiente, à l'histoire dramatique, cette jeune femme où le groupe de Saint-Louis lui propose finalement d'accepter cette solution palliative, douloureuse, mais voilà, la patiente n'adhère pas immédiatement. Elle va prendre un autre avis, ce qui est totalement son droit. On peut dire qu'elle n'a pas été convaincue, mais c'est surtout que manifestement, les autres équipes, que ce soit celle de Bicêtre ou celle d'Ambras-Paré, n'ont pas non plus considéré qu'il y a pu avoir une réflexion par les équipes de Saint-Louis. Ils se sont dit, bon, ils ne sont pas faits, ils ont rejeté, donc ils limitaient encore la chance de pouvoir convaincre la patiente pour lui disait quelque chose de douloureux, mais quand même qui pourrait être de son intérêt bien compris. Et je termine sur un élément pratique qui fait partie de la méthode simple aussi, qui est de ce travail d'une telle richesse aussi. Quand le groupe se réunit et travaille comme ça vous a été illustré rapidement, mais dans ces présentations, il est très important, ça aussi je n'invente pas, d'en garder une trace écrite, parce que écrire ce qui ont été les éléments essentiels qu'on a analysés de la proposition qui a été faite, ça peut donner une chance, ça ne marchera pas à tous les coups, mais ça peut donner une chance que justement d'autres puissent s'en servir, l'utiliser, que ça ne soit pas mort, que ce ne soit pas un endroit soit remplacé par un autre endroit, un avis par un autre avis. Quelqu'un veut réagir? Moi, je suis tout à fait enthousiaste de Brigitte Leblanc-Lemoine, néphrologue, conseiller médical de Constance. Je suis toujours très enthousiaste de cette méthode et moi, je voudrais insister sur le fait qu'il faut mélanger le général et le particulier. Dans le général, par exemple, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que dans la cooptation, on n'arrive pas encore à avoir la direction générale de la paix de façon à avoir justement cette construction de quelque chose qui permettrait que tous les établissements de l'assistance publique, au moins, aient une position commune par rapport à ce genre de malade. De l'autre côté, il y a ce qui concerne le plus fin, quand M. parlait des DAC, je ne sais pas quoi, là, on voit bien que
ayant fait pas mal de planification sanitaire, on voit bien que les grosses machines, bon, c'est peut-être utile à un moment, mais ce qu'il faut pour ce genre d'activité, c'est une personne qui vraiment fasse la coordination. Et on voit bien que dans certains établissements privés qui, du fait de leur fonctionnement plus autonome, ont pu installer une coordination faite par quelqu'un, on voit que ça marche, parce qu'à ce moment-là, les relations sont interpersonnelles et ça fonctionne. Alors que quand c'est une machine où les gens sont là, pas là, concernés, pas concernés, on voit qu'on met beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, et ça ne sert pas forcément à grand-chose. C'est la question des interfaces, ça serait plus on multiplie les interfaces, plus c'est compliqué, et c'est vrai que la proposition c'est l'intégration. Oui, Michel. Oui, j'aurais envie de répondre sur plein de points en tout cas. Donc sur le cas de Madame N, effectivement, pour moi, il y a deux approches. Il y a l'approche du système, puisqu'il n'y avait pas d'hôpitaux qui ont été cités. Il y a Montmartre, la Rivoisière et Saint-Louis, c'est ça? Je peux compter c'est pas moi. Et moi, Paris, je me suis trompé. Et donc, du coup, quelque chose a manqué. Du coup, on est bien dans un système qui a manqué, c'est-à-dire qu'il aurait fallu effectivement avoir un travail de co-construction au niveau global de l'ensemble des hôpitaux. Mais c'est vrai que ça suppose l'enrôlement d'un certain nombre de directeurs qui n'est pas le cas. Donc il y a ce problème-là qui pose la question de la limite. Donc il faudrait réfléchir sur par quel biais ou par quel type d'expérience, quel type de concrétisation d'expérience les directeurs pourraient être sensibilisés. Et puis il y a Madame N. Alors moi, je ne sais pas, j'ai entendu, j'ai écouté très attentivement votre exposé, et je me suis dit, mais finalement, cette personne n'a pas participé à la co-construction de son diagnostic. Elle a été informée, et que donc, du même coup, l'information a été peut-être un choc, ce qui fait qu'elle n'a pas eu le temps de l'expérimenter, de l'apprendre, enfin de faire avec quelque chose. Donc moi, je me dirais que c'est tout le problème du rapport des patients et des dispositifs, comment ils s'intègrent ou pas. Et donc la question de la médecine d'aujourd'hui pose ce point de vue-là. Voilà, ça c'est un... C'est vrai qu'on pense qu'on l'a appris de la meilleure façon, c'est-à-dire déjà en lui parlant de l'opéra. C'est pas une critique, hein, c'est pas une critique, c'est effectivement une remarque. Vous avez raison, il y a la temporalité qui est vraiment, parce qu'on vient avec un espoir, et c'est pas une session comme ça que, même si l'information elle est parfaite, on va... Pardon, mais si ça lui avait été effectivement dans les autres établissements qui s'est présenté, alors il y a une cohérence dans la recherche des établissements et dans l'accompagnement et l'intégration de ce soin. Sylvie, alors évidemment, j'ai eu un peu d'impatience à parler là parce que, à travers ce que vous avez dit, monsieur, ce que j'ai entendu ici et là, et ce que vous avez très intelligemment raconté, c'est la question du statut de la parole qui est en question. Et autant qu'on s'est dicté par ce que j'appelle, parce que je ne suis pas la seule à appeler, la novlangue administrative, ça n'a aucun sens, c'est plaisir à tout le monde, autant à partir du moment où ça vient du terrain, il y a quelque chose qui va d'ailleurs être limite de la méthode, c'est-à-dire qu'il faut à chaque fois qu'il y ait une claire ou quelqu'un d'autre comme ça, qui fasse vivre la méthode. Ça peut s'appeler autrement, d'ailleurs ça a plus d'importance, mais il faut qu'il y ait cette incarnation et qui touche aussi à la question de la parole. Alors, ça va très loin, parce que dans ce que vous dites, moi ce que j'aime beaucoup, c'est finalement le petit bol de nouilles, là, hein, parce qu'il se passe toujours des choses dans ces réunions imprévues qui ont à voir avec de surcroît, ce qui n'était pas prévu. Ce qui est apparu pour moi, écoutez, ces deux confrontations de patients, celle-ci, que tu as évoquée tout à l'heure, et bien d'autres, c'est même la question des tabous pour tous, qui est la question de la mort. Et donc, c'est tout de suite ce que vous avez reconnu, monsieur, en disant les combats étaient informés, alors chacun partage. Mais c'est la question, finalement, qu'est-ce qu'on fait de la question de la mort? Il se trouve que récemment, j'ai parlé assez longuement avec une infirmière qui travaille beaucoup au Maroc, dans le pays maghrébin, et
qui m'a expliqué comment les médecins là-bas ne disent pas à quelqu'un, c'est un interdit fondamental religieux, ne parlent pas de la mort à venir, ils disent à la décennie. Et en même temps, la mort est, après ce qu'on m'a dit, hein, je pense que c'est la question d'anthropologie du rapport à la mort. Et en même temps, tout le monde va bien que la mort est en train d'arriver, et donc, elle a plusieurs fois soumise à cette question, trouve-moi une place, je vais en France. C'est pour échapper à la fois à la question du non-dit de la mort, mais en même temps, tout le monde le sait, et je vais venir en France parce que là-bas, c'est gratuit, et là-bas, on va me soigner, on va me guérir de la mort. Il y a une dimension quasi magique. Donc, c'est pas que la question de l'information, c'est que nous-mêmes, on a à savoir ce qui se passe, parce qu'on a travaillé avec des imams dans les hôpitaux, enfin, il y a tout un travail, mais ça vient à force d'entendre des gens et des situations. Donc, ce que je trouve très bien dans tout ce que vous définissez, avec beaucoup de modestie, c'est ça. Qu'est-ce qui va nous rester de tout ça? Eh bien, c'est l'engagement par la parole, et puis voilà, moi qui prends la parole, vous tous, et puis au bout du compte, on ne sait pas bien ce que ça va donner dans le plat de nuit, mais superbement quelque chose de très très bien. Je suis Dr Trétou, je suis médecin coordonnateur de l'Office des migrations de l'OFI. Donc moi je me retrouve assez dans beaucoup de choses de synthèse qui ont été dites aujourd'hui. Merci de votre invitation. Donc nous on a pris en charge la procédure étranger malade justement pour les personnes étrangères qui sont en France depuis janvier 2017. Donc ça va faire 3 ans, on a un recul maintenant de 3 ans. C'est une procédure qui est du ministère de la Santé jusqu'à moi, maintenant que vous le savez, qui dépend de l'OFI. Donc on travaille avec la PAS sur 2 procédures, en fait, sur les vulnérabilités des demandeurs d'asile. Donc les médecins coordonnateurs de zone, ils sont prêts sur toute la France, donnent un avis au service asile de l'OFI pour pouvoir être hébergés rapidement. Donc j'ai eu des dossiers effectivement de personnes qui sont sous dialyse, puisqu'il y avait un néphrologue qui était peu hébergé. Sachez que vous pouvez saisir les médecins coordonnateurs de zone pour que ces personnes soient médicalement hébergées. Et donc on a pris la procédure étranger malade, donc qui est juste 2 minutes pour dire qu'elle est collégiale. Oui, c'est qu'elle est collégiale. Justement, puisqu'on parlait de ça, on est justement, et le groupe est petit, puisqu'il n'y a que 94 médecins sur toute la France, ce qui fait qu'on peut se parler assez facilement. Et voilà, la collégialité, on la connaît. 5 médecins pour gérer un dossier. Donc il n'y a plus de médecins grecs. Je ne fais pas la promotion de la procédure, mais pour vous dire la complexité du législateur. Donc voilà. Peut-être aussi pour dire que nous, on a envie de plaider pour plus de collégialité, hein, c'est dans une situation complexe. Situation complexe pour arriver à un avis en 3 mois. Voilà. Oui, donc l'avis c'est important. Voilà. Et d'où l'intérêt de la communication, y compris avec les hospitaliers qui ont rempli les documents. Une collègue de face de Saint-Antoine. Merci. Désolée, je suis en retard, mais je pense que ce que Jackie disait, ce qui est important, c'est la traçabilité. Parce que si cette traçabilité n'apparaît pas et qu'il n'y ait pas de cohérence des différents partenaires, parce qu'on est multi-partenaires, on est multi-professionnels, c'est ça qui va dévoyer le système, c'est ça qui va être mis à mal. J'entends qu'un patient peut déposer tel discours avec tel praticien et puis au décours de l'évolution de la maladie, il y a d'autres données qui rentrent en jeu qui pourraient en effet affecter une prise de décision, etc. Mais si on est... Si cette transmission d'informations sur des situations complexes n'est pas collégiale, ça peut en fait arriver à des situations burlesques et mettre à mal les professionnels. Voilà, parce que ça, sur le terrain, je pense qu'on a tous été confrontés à ça. On a tous été confrontés avec des patients qui nous disent « Mais pourquoi vous me faites ça alors que là-bas, on propose ça ?» Voilà, ça met aussi en exergue de la souffrance des professionnels comme des patients. Je crois que la traçabilité est importante. Bien sûr, cette traçabilité, elle va être au travers d'un outil qui doit être visible, accessible, connu des différents professionnels. C'est ça aussi la difficulté dans les grands établissements de santé. Oui, bonjour, moi je suis pédopsychiatre et depuis que vous avez commencé votre exposé, je suis comme madame là à avoir un bouclier en interne parce que ça
correspond à tellement de choses du développement de la co-construction et de ce que les enfants apprennent ou on a à leur apprendre, parce qu'ils sont que ce soit pas si inné que ça, justement, à pouvoir prendre le point de vue de l'autre et rentrer dans cette communication à deux. Alors, ce qu'on m'a appris, nous, les pédopsychiatres, ce qui me paraissait important, c'est que ça peut se faire que dans un vrai climat de confiance. Et là, je pense que c'est une notion vraiment fondamentale, c'est qu'on ne peut co-construire que dans l'engagement, dans le respect, dans l'horizontalité, dans tout ce que vous avez cité. D'ailleurs, je vous remercie parce que je suis impressionnée par votre travail. C'est vraiment, voilà. Mais ça ne peut se faire que si tout le monde a confiance, s'il y a quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Et je pense qu'en ce moment, si on a tous des difficultés à l'hôpital, c'est entre autres parce que cette confiance de base qui remonte, alors le micro, le méso et le macro est très entamé, et que si, pour le coup, on pouvait collaborer avec nos directions qui seraient transparentes dans quelque chose dont on sait très bien que ça dépend des ministères, je pense qu'on pourrait beaucoup avancer. Alors, avant de laisser la parole à Philippe, juste peut-être présenter Sophie Vigneault, qui est avocate. Rejman Vigneault, qui est avocate et qui a coécrit un livre sur le voyage au cœur de la souffrance en lien avec un psychiatre. Et justement, pour dire que cette méthode simple, cette co-construction, c'est opérant dans d'autres situations. Et en lien aussi avec le soin. Oui, bonsoir. Donc, écoutez, déjà, je trouve que la méthode dont Pierre Georges a parlé, absolument, enfin, moi, me parle énormément, puisque c'est la méthode qu'on utilise quand on a un dossier, notamment en droit du travail. Bon, le P pluridisciplinaire, c'est ce que je prône depuis de nombreux mois, et c'est de nombreuses années. Et c'est ce qui m'a amené, entre autres, effectivement, dans les situations de burn-out, de harcèlement dont je suis en charge, à vouloir mettre en place cette pluridisciplinarité, notamment avec des médecins psychiatres. Pourquoi? Parce que ça fait une dizaine d'années, effectivement, que j'ai des médecins, et tous horizons, je vous rassure, que le burn-out, comme vous le savez, affecte n'importe qui de la population. Et je voyais donc ces gens arriver effectivement à mon cabinet, en pleurs, détruits, etc. Et donc, il était évident pour moi qu'il fallait les accompagner de manière pluridisciplinaire et évidemment avec l'aide de psychiatres, chacun étant dans un rapport de confiance qui est évident et qui est inhérent aussi à ma profession, chacun respectant évidemment son secret professionnel, parce qu'il n'y a pas lieu de le dévoiler, mais le but étant d'aider ces personnes à sortir du tunnel. Donc c'est une méthode qui me paraît absolument fondamentale et qui d'ailleurs pourrait être enseignée aussi à destination des avocats et de tous les corps de métier, vraiment, parce que je la trouve absolument fascinante. De la même manière que la construction est absolument passionnante, et on retrouve, si je ne dis pas d'erreur, mais je vais être trop triste si j'en dis, on retrouve les éléments de la construction en fait, dans les outils de la médiation qu'on utilise aussi pour accompagner aussi bien dans les situations pour éviter un conflit, parce que le but c'est d'éviter les esclaves conflictuels, que également des outils pour accompagner soit des patients pour les médecins, soit également des clients. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire. Michel? Je voudrais revenir sur deux points. Sur la question de la traçabilité, c'est-à-dire sur la question des traces. Parce qu'effectivement, les traces, là, il y avait deux idées qui peuvent être rapprochées aux traces. La trace comme instrument de la définition de la règle. Donc, en tout cas, de repère, de la fait de la référence, elle inscrit quelque chose dans le temps, et donc on peut s'y référer, et donc, du coup, c'est connu de tout le monde. Mais la trace, c'est aussi ce qui permet d'engager un travail de co-construction. D'un temps à l'autre, la trace permet effectivement de se dire, est-ce que ce que l'on a fait la fois précédente, est-ce que c'est correct pour nous aujourd'hui? Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce qu'on peut reconstruire quelque chose de plus? Et donc on peut, à partir des traces, enrichir, débattre, amender, et donc progressivement construire un texte. Finalement, la co-construction, me semble-t-il, c'est d'essayer quand même de co-construire des textes, finalement, c'est-à-dire des écrits. Et les écrits, c'est aussi, le passage par l'écrit, c'est aussi une expérience. Alors bien sûr que, là encore, il faut faire attention à la question de l'exclusion de ceux qui ne savent pas écrire ou qui n'écrivent pas ou qui n'écrivent mal. Donc du coup, il faut reprendre des processus qui vont intégrer des techniques qui vont protéger ces personnes-là. Donc il y a des possibilités là aussi. Par exemple, pour moi,
c'était quelque chose que vous connaissez sans doute, c'est la question des techniques sur les écrits martyrs. Travailler sur des écrits martyrs. C'est-à-dire personne n'est auteur d'un écrit, mais tout le monde peut le critiquer. Et parce que personne n'est auteur, on peut reprendre l'écrit. Et donc, du coup, progressivement, d'un temps à l'autre, c'est-à-dire puisque la question de l'espace dialogique s'est inscrite dans le temps, avec donc des séances qui vont se reproduire, eh bien, progressivement, l'écrit va se déconstruire, se reconstruire, sans pour autant, effectivement, qu'il y ait des craintes de perdre la face. Évidemment, ça veut dire que ce sont des écrits sans auteur. Donc, est-ce que c'est un écrit qui est plutôt fait par un facilitateur externe ou par un acteur interne? Donc, c'est tout le débat aussi. Alors, sur l'autre point, sur effectivement la question du climat de confiance, je trouve que effectivement c'est important parce que la confiance, elle est au cœur, mais simplement la confiance ne se décrète pas. Donc, du même coup, me semble-t-il que la confiance, elle va se créer. Donc, elle se co-construit par finalement une mise en situation expérimentale où on travaille ensemble. Et donc, c'est au travers d'un travail qui va durer du temps qu'on va apprendre de l'autre, effectivement, qu'il est prévisible et qu'on peut lui faire confiance. Et si effectivement il n'y a pas ces mises au travail sur des objets concrets, eh bien ça reste très abstrait. Et donc du même coup, oui, je suis d'accord, parce que qui peut être contre l'idée qu'il ne faut pas de confiance? Qui peut être contre l'idée qu'il ne faut pas se respecter? Personne. Oui. Pour terminer, vous avez reçu le porte-clés. Vous trouverez une adresse email, c'est l'adresse de la base de Saint-Louis. Elle n'est pas encore tout à fait active, mais dans les prochains jours, elle sera. Donc n'hésitez pas à nous contacter, à la diffuser, si vous voulez contribuer à la réflexion, l'alimenter, poser des questions, suggérer des cas complexes. Puis 2 dates à retenir. Ici, le 24 mars, il y aura un groupe de travail, un groupe de lecture et de réflexion sur le thème l'expérience du travail alliée sciences et performance. Puis notez la date dès à présent, salle Pierre-Larocque au ministère des Solidarités et de la Santé, une journée qui sera consacrée à la thématique de l'humain, une technologie d'avenir. Donc rien n'est encore fait, donc tout est à construire. Et donc bienvenue dans cette dynamique de la construction et de la méthode simple. Je suis Maxime Delavoye, je suis quelqu'un de très proche de Michel. On a créé l'Institut de recherche de la co-construction l'année dernière. Je ne pensais pas nécessairement prendre la parole, mais maintenant c'est officiel depuis lundi. Il y aura les premières journées nationales de la co-construction, donc à la Sorbonne, dans un grand amphi de 450 places. Et voilà, donc, moi je représente l'Université Paris-Est aussi, le 27 mars, donc juste après les élections. Donc on sera justement dans un temps important où beaucoup de maires vont parler de la co-construction. Donc voilà, donc bientôt ça va être diffusé sur les réseaux. On a eu l'information la semaine dernière. Donc je ne vais pas plus m'empêcher de le dire. Merci beaucoup.